Super. Voilà, donc bonjour et bienvenue à tous dans cette première session sur notre track Data Culture et Gouvernance. Ici, on va s'intéresser au concept du Data Stewardship. Alors, on va essayer de rendre la session ouverte et interactive autant que possible, puisqu'on est en ligne. Il faut quand même pas oublier qu'on est dans un Saturday. Et donc, les Saturdays, pour ceux dont ce serait le premier Saturday, sont des événements organisés le samedi dans un esprit communautaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire convivial et détendu. Donc, on va essayer d'en faire quelque chose de sympathique. Voilà. Alors, la première chose, voilà. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est de prendre soit de votre deuxième écran, soit de votre téléphone, de scanner le QR code ou d'aller directement ici sur www.wooclap.com Data Steward. Pourquoi? Parce que je vais vous faire un petit peu participer aussi à la présentation dans l'espoir d'avoir un maximum de retours là-dessus. Donc, si quelqu'un est assez gentil que pour copier éventuellement l'URL dans le chat, voilà. Parfait. Alors, je vais commencer par me présenter comme il se doit. Je m'appelle Isabelle Van Kempenot. Je suis en fait MVP Data Platform depuis maintenant 8 ou 9 ans, je ne sais plus. Quand on a, on ne compte pas. Ça veut dire qu'en gros, je dédie ma vie à la plateforme de données Microsoft. Effectivement, je travaille dessus depuis 1999. Alors, je le dis à dessein de cette façon-là, comme ça vous comprenez tout de suite que je viens de Bruxelles pour ceux qui ne me connaissent pas encore. J'ai travaillé dans la BI depuis des années et également depuis que Power BI a démarré, à savoir même la V1 et même la BI dans SharePoint. Voilà, voilà. Alors, en gros, dans ma vie de tous les jours, je suis consultante, je suis formatrice, je fais partie du board du GUS, qui est donc l'association des utilisateurs de la data Microsoft en France qui organise l'événement. Donc, je suis dans l'organisation, voilà. Comme ça, vous savez tout à propos de moi. Et maintenant, j'aimerais savoir un peu plus à propos de vous. Donc, si vous regardez sur vos téléphones, vous devriez avoir normalement des questions qui apparaissent et la possibilité de voter et d'expliquer un petit peu quel est votre profil. Normalement, si vous prenez la peine de voter, je devrais voir quelque chose. Ça marche, hein. Moi j'ai bien réussi à... Oui, oui, j'utilise l'outil, je ne vais Ouais. pas dire quotidiennement, mais chaque fois que je donne des formations. Donc, je sais que quand je n'ai pas de réponse, c'est parce que les gens ne répondent pas. Ouais. Après, on n'est pas super nombreux. Donc, ce que j'aurais tendance à faire pour la suite de la session, c'est de simplement d'ouvrir les micros des participants. Et comme ça, on peut réagir à chaud. Et je pense que ça va rendre les choses beaucoup plus vivantes. Quelque part, ça va déjà un petit peu nous mettre dans l'ambiance de la table ronde qui succède et qui est vraiment dans la lignée de ceci. Donc, je pense on peut s'autoriser ça. Ça va rendre les choses plus sympas. N'oublions pas qu'ensuite, ceci va être diffusé sur YouTube. Et donc, autant en faire quelque chose de chouette. OK, super. Donc, merci pour les réponses. Et immédiatement, je continue à vous embêter puisque je vais vous demander ici, quand vous entendez le mot Data Steward, est-ce que ça vous évoque quelque chose et quels sont les mots qui vous viennent en tête? Donc, vous allez avoir la possibilité de pouvoir écrire des mots et vous avez aussi la possibilité de pouvoir normalement voter pour des mots qui vous semblent pertinents ou relevants par rapport à Data Steward.
Super. On va encore un tout petit peu attendre. OK. Alors, je vous remercie pour ça, évidemment. Évidemment, quand on regarde les mots ici, qu'est-ce qu'on voit? Le mot qui apparaît, à mon avis, les gens ont dû voter le plus pour ça, c'est le mot trouver, le mot data, organisation des données. Alors, doctor, je ne sais pas si c'est parce qu'on a Dr Flo dans l'assistance et qui fait du self-marketing ou si c'est parce que effectivement on a besoin on a besoin de soins quand on travaille avec la donnée. On a besoin parfois des premiers secours pour pouvoir s'en sortir. Donc, j'imagine que c'est un petit peu dans cette idée-là que c'est fait. On refera peut-être l'exercice à la fin de session selon le temps qui est là, mais on verra bien. OK. Alors, en fait, la façon dont j'ai organisé la session, donc je vais vous engager vraiment à ouvrir vos micros et vos caméras, hein, comme ça on est tout de suite sur quelque chose de plus sympa, vu le nombre de personnes. C'est que j'ai repris, sans copyright, mais bon, on va lui rendre hommage quand même, j'ai repris des petites bandes dessinées de Dilbert, que tout le monde connaît bien. Je m'amuserai à les traduire pour être certain qu'ensuite il y ait bien une bonne compréhension pour illustrer les différents domaines en fait du data stewardship. Donc, première chose, donc ici on voit Dilbert qui nous dit qu'est-ce que les données nous disent de faire et Dilbert dit on n'a que des mauvaises données là-dessus. Est-ce que ces mauvaises données suggèrent qu'on devrait faire ce qu'on voulait faire de toute façon? Oui. Eh bien voilà, c'est ce qu'on appelle des bonnes données. Donc en fait, ceci, oui, ça fait un peu artificiel quand je traduis, mais bon, il faut bien veiller à ce que toute l'audience puisse comprendre. Évidemment, ça soulève le problème de la qualité des données que l'on rencontre assez souvent quand on va utiliser les données d'entreprise. Je ne sais pas si quelqu'un a envie de réagir par rapport à la qualité des données, par rapport à un énorme souci qu'il aurait pu avoir dessus, par rapport à l'importance qu'il a envie d'accorder à ça. Il est clair que les utilisateurs, comme ici le boss de Dilbert, n'ont pas nécessairement une très bonne vision de ce qu'est une donnée de qualité. Donc, si parmi vous, quelqu'un a envie de nous dire c'est quoi une donnée de qualité, il est le bienvenu. À mon avis, Lazare pourrait avoir une petite idée là-dessus. Alors, je suis en train de remettre ma caméra. Donc, effectivement, aujourd'hui, la donnée, je prends la qualité est un sujet central. Et aujourd'hui, je constate deux choses. Soit il y a une fatalité. Et du coup, tout de suite, on dit la donnée n'est pas de qualité. Donc, quelque part, on ne va pas l'utiliser, on va faire autre chose. Soit tout de suite, par rapport à ces données-là, on va essayer de prendre des décisions dessus par rapport à cette qualité. Et derrière, les décisions qu'on va prendre vont être souvent un peu, quelque part, des demi-mesures parce qu'on n'a pas complètement confiance. Et moi, qualité, généralement, je l'associe à confiance. C'est vraiment ce qui me vient comme ça directement à l'esprit et ce que je constate au quotidien sur le terrain. Entre une certaine fatalité, il y a de grandes choses à faire, mais on ne sait pas comment faire. Et derrière, ce qu'on cherche à travers la qualité, c'est gagner en confiance sur nos données pour que nos décisions soient plus, quelque part, plus fiables et plus stratégiques. Alors, c'est impeccable parce que tu me permets de faire une transition d'une fluidité extraordinaire, puisque le petit strip suivant dont je voulais parler, c'était l'accuracy, l'exactitude des données. Donc, effectivement, est-ce que mes données sont fiables? Et on sait que dans les systèmes de BI, la pierre d'achoppement, vraiment, quand vous démarrez un projet BI, ça va être d'établir la confiance avec les gens qui vont consommer vos données. Donc, quand on fait un rapport, a fortiori, si ce rapport est établi non pas par le métier, mais par des gens de l'IT, on va dire, tiens, mais est-ce que ces données,
Est-ce que ces données correspondent, où est-ce qu'elles viennent, est-ce qu'elles sont exactes, etc. Donc, on est même encore un cran plus loin que la qualité des données. Et donc, si je reviens à mon deal bar ici, ils disent, voilà, est-ce que ces données sont exactes? Et il répond, vous n'allez pas à la guerre avec les données dont vous avez besoin, vous allez à la guerre avec les données que vous avez. Et on lui dit, est-ce que tu as juste rendu noble le fait d'utiliser des mauvaises données? Et il répond oui, et même héroïque. Et donc là, ça retombe un peu sur ce que tu disais. Bah, à un moment, oui, bon, on décide d'utiliser ce qu'on a. Et fatalement, bah, il y a cette question de confiance qui s'installe puisqu'on va se retrouver avec quelque chose qui n'est pas tout à fait fiable. Et donc la fiabilité… C'est aussi un art d'utiliser des mauvaises données, effectivement. C'est un art. Alors, un autre sujet, évidemment, qui vient, enfin une autre problématique, hein, évidemment, le but, c'est que ces problématiques soient ensuite adressées parce qu'on va appeler le data stewardship, donc c'est pour ça qu'on les passe un petit peu en revue. C'est la façon dont les données sont acquises. Donc, d'où viennent-elles? Quelle est leur source? Et ici, de nouveau, on voit une petite réunion où il y a le manager qui dit c'est quoi la reliability, la confiance des statistiques de notre modèle. Et on lui répond, on est sûr, ces données-là, elles n'existent pas. Mais si, Wally va te montrer comment tu peux récupérer les données, viens avec moi. Alors, c'est pas compliqué, tu commences par taper des chiffres aléatoires dans une spreadsheet et ensuite c'est bon. Toutes les données métiers sont de toute façon incorrectes. Voilà, ça t'apportera juste au niveau supérieur. Voilà. Et donc, on voit effectivement toute cette problématique de, tiens, finalement, la donnée, elle vient d'où? Elle vient d'où? Et c'est des choses qu'on rencontre, qu'on va rencontrer en entreprise, et j'ai rencontré ça sur pas mal de projets. C'est qu'en fait, on se retrouve parfois dans des millefeuilles. Donc, selon les personnes, la donnée va venir, si c'est des gens de l'IT, ils vont aller le chercher dans le système opérationnel, mais parfois, ils vont aller le chercher tellement bas dans le système opérationnel que cette donnée n'a pas été nettoyée, n'a pas été traitée, et donc elle n'est pas nécessairement correcte. Et à contrario, dans le métier, on va produire des rapports avec des données qui proviennent de l'export en Excel, bien entendu, d'un rapport qui a été créé il y a 6 mois, et donc ils ne sont plus du tout à jour non plus. Donc, cette question de l'acquisition des données, où est-ce que je vais chercher mes données, est un point tout à fait crucial. Je ne sais pas si l'un d'entre vous a envie de rebondir là-dessus. Je pense qu'aujourd'hui, le constat qui est peut-être un peu personnel, donc après des années dans les systèmes d'information des grands groupes, je pense qu'aujourd'hui, moi je considère qu'on paye un peu la facture de plusieurs années où on était en relation client-fournisseur entre la DSI et les métiers. C'est-à-dire que pendant des années, on a acquis de la donnée, on l'a stockée pour des besoins qui étaient très morcelés, très silotés. Et on n'a pas tenu au courant le reste de l'entreprise qu'on a ces données chez nous. Et du coup, on a créé plein de gisements complètement isolés, complètement bunkerisés. Et aujourd'hui, la réponse par défaut, c'est on n'a pas la donnée. Donc, il y a un vrai problème d'acquisition. On va chercher à en acquérir de nouvelles, alors que potentiellement, les gisements sont là. Donc, acquisition, pour moi, aujourd'hui, elle va avec clairement awareness. Et c'est la première chose à faire, c'est est-ce qu'on a les choses? Et ce travail-là va commencer forcément par regarder un peu ce qu'on a déjà. Et parce que l'acquisition aujourd'hui, je pense, est un sujet d'exécution. Les technologies sont là, les services sont là. Donc, ça devient assez vite un sujet de est-ce qu'on connaît notre patrimoine? Est-ce qu'on sait exactement ce qu'on cherche? Donc voilà un peu le complément que j'apporte qui est peut-être un peu un retour historique, mais quelque part le point de l'acquisition est plus aujourd'hui un sujet d'awareness plus qu'un sujet technologique de mon point de vue. Et c'est de nouveau tout à fait to the point, puisqu'effectivement, la question du data stewardship, c'est quand même de vous apporter les données sur un plateau.
hein, et donc de faire en sorte que vous soyez capable de les découvrir et que ces données soient les bonnes données. On va revenir sur la question de confiance. Alors, une autre chose, un autre sujet, évidemment, qui est toujours un petit peu dans l'air et qui peut être assez bloquant parfois, c'est la fameuse sécurité des données. Donc, on est de plus en plus dans un monde où la BI devient self-service, c'est-à-dire qu'on veut encourager nos utilisateurs métiers à découvrir les données, hein, comme tu le disais, à pouvoir les utiliser. Et puis d'un autre côté, on va avoir au niveau de l'IT, on voit ici dans le petit Dilbert, voilà, nous avons Doug Burt qui préside le groupe international des standards de sécurité des données. Et le but de notre organisation est faire en sorte que vos procédures de sécurité soient tellement non pratiques, tellement impossibles que vous abandonnez tout espoir et vous finissez par mourir. Voilà, donc évidemment, on est toujours dans la caricature, mais effectivement, concernant la sécurité, d'une part, c'est un sujet qui est de plus en plus brûlant, surtout avec RGPD et toutes les questions de données personnelles. Et en même temps, on va devoir quand même permettre cette découverte, donc le fait que ces gisements de données, comme tu disais, soient exploitables dans l'entreprise. Donc là, il y a aussi un fameux défi à remplir. Et dans tout le cycle de vie aussi, hein, parce que ces données commencent dans les data stores. Après, ces données se terminent dans des documents Word et PDF qui sont des documents dans lesquels il y a une intelligence et une interprétation, en fait, souvent. Et donc, c'est un risque très, très complexe. Hein. C'est un point qui est très juste et on y reviendra probablement dans la table ronde sur la culture de données parce que finalement, qu'est-ce qu'une donnée? Une donnée est une information et donc, ce n'est pas uniquement de la donnée BI, c'est pas uniquement… en fait, la donnée BI, c'est la fin du cycle. C'est le moment où la donnée a existé, elle signifie quelque chose, on va pouvoir vraiment l'exploiter à ce niveau-là. Mais avant ça, évidemment, il y a tout le monde opérationnel et ça, on en reparlera. Alors, un autre souci qui peut un petit peu découler de ceci, voilà. Donc ici, on va voir, on demande à Dilbert d'expliquer aux gens du marketing comment ça marche. Et Dilbert, il parle en jargon, évidemment, un truc qui ne veut rien dire. Alors, on est encore dans la caricature. Il n'empêche que effectivement, on commence maintenant à s'ouvrir beaucoup plus au métier avec les produits comme Tableau, comme Power BI, etc. Les gens de l'IT, on a cette difficulté parfois à arriver à communiquer avec les gens métiers. Hein, on n'utilise pas le même vocabulaire. Même quand on va parler des données, nous, on va parler de termes techniques. Et eux vont utiliser des termes métiers. Moi, j'ai rencontré des tas de développeurs qui ne connaissent pas nécessairement le métier pour lequel ils développent. Et donc, ça reste des abstractions. Ils travaillent avec des colonnes, avec des tables. Ils font en sorte que ça fonctionne. Ce sont les tuyaux et ce qui se passe dedans n'est pas nécessairement le plus important. Et donc, à nouveau, quand un utilisateur métier va dire, moi, je voudrais savoir les chiffres pour un client, c'est quoi un client, comment on le voit, quel chiffre il faut aller chercher, à quel endroit. Il y a vraiment ce fossé à remplir qui me semble important. Et c'est là, de nouveau, que le data stewardship va pouvoir prendre une place puisqu'il va permettre de travailler sur cette couche sémantique, en fait, entre l'IT et le métier. C'est clairement les agents de liaison aujourd'hui, ce qu'on constate sur le data stewardship. C'est vraiment les agents de liaison qui vont réduire ce fossé. C'est intéressant de voir que le data stewardship aujourd'hui, il vient des deux mondes. Donc, on constate qu'il y a des métiers qui avaient l'appétence technologique qui sont en train de devenir data steward pour amener la connaissance métier. Et on voit aussi ces data stewardship un peu plus technique focus, qui sont très à l'aise avec la technologie parce qu'ils vont faire aussi le pont avec ces soucis d'acquisition de qualité de données et qui ont cette appétence pour tendre la main aux équipes métiers. Et c'est là qu'aujourd'hui, le data stewardship trouve son sens. C'est vraiment rapprocher ces demandes-là et faire le pont. Tout à fait.
Alors, un autre aspect aussi, c'est un peu, je dirais, dans le fossé qu'il y a entre le métier et les services informatiques, ça va être la complexité. Donc ici, on voit le grand boss qui dit, bon, pourquoi est-ce que ce projet prend tellement de temps? Et c'est une question qu'on entend très souvent sur les projets de BI, parce que ce sont des icebergs, hein. On sait bien que fatalement, si on a des gisements de données qui sont éparpillés partout, on va souvent commencer par un gros travail de nettoyage et de centralisation, même si on travaille de façon itérative pour mettre au fur et à mesure à disposition des data marts et que ça va se faire de façon agile. Il n'y a rien à faire, ça prend du temps. Moi, je me rappelle un projet où on a mis plus de 6 mois pour un champ de données. C'était un champ de mine, en fait. Mais bon, voilà. Et quand on est du côté informatique, ça ne nous choque pas parce qu'on sait bien ce que ça peut prendre. Donc ici, on voit évidemment Dilbert qui lui sort une raison tout à fait valable techniquement. Voilà, l'application n'est pas stable parce que le modèle de données est piloté par une base de données relationnelle extrêmement complexe et il n'y a pas eu de test d'intégration. Donc voilà, le truc technique habituel, soit. Et le boss dit, est-ce que ça veut dire la même chose que paresseux? Voilà. Donc, Isabelle, je t'informe juste, hein, on est à 10h, on est à 10h25 là, hein, quasiment. ok, bon, bien. C'est toujours pareil. On va un petit peu mettre le driver. Merci. Alors, autre chose, c'est la question de culture. Donc ici, on voit en réunion une personne qui montre un chiffre et puis on lui dit non, mais tes données, elles ne sont pas actionnables, on ne sait pas en faire quelque chose. Il dit quoi? Mais on ne m'a jamais dit que je devais faire ça, etc. Donc, c'est la culture. Mais pour ça, de toute façon, on va en parler assez longuement aussi dans la table ronde qui va suivre et que je vous engage à venir voir. Voilà. Alors, une autre question aussi, ce sont les process. Est-ce que vous pouvez m'envoyer par email les données de test? Non, on ne fait pas ça comme ça, voilà. Hein. Donc, on a souvent ces soucis-là. La compréhension mutuelle, je pense qu'on en a déjà parlé aussi. Hein. Et donc, tous ces challenges, je vais passer le sondage, tous ces challenges, en fait, vont se retrouver dans la problématique du data stewardship. Et donc, on se retrouve avec des bases de données qui sont isolées, des définitions d'assets qui sont personnelles, ce souci de communication, des documentations qui ne sont pas toujours faciles à trouver, de l'inconsistance entre les départements. Enfin, ce sont toutes des choses qu'on a rencontrées à des stades ou autres dans nos projets. Le défi va être de pouvoir effectivement proposer une donnée qui va être facilement accessible, qui va être claire, qui va être consistante avec les bonnes métadonnées. Et donc, la réponse pour ça, ça va être deux choses. D'abord, il va y avoir le fait de mettre en place la data gouvernance, toutes les procédures, les politiques et les règles pour que ce soit carré. Et le data stewardship, en fait, ça va être l'interprétation et la mise en œuvre de ces règles. Donc, ça semble un peu formel quand je le dis ainsi, mais dans les faits, ça va être vraiment de créer ce pont, de créer ce lien vers les utilisateurs. Alors, il y a différents types de data stewards. Ici, ce sont des types qui sont plutôt, c'est comme tu disais tout à l'heure, Lazare, en fait, il y a ceux qui sont au niveau métier et qui vont partir du métier pour aller vers ce qui se passe au niveau de l'IT. On peut aussi avoir les data stewards qui, eux, viennent des services informatiques. Et puis, on peut aussi avoir des data stewards qui sont par projet. On peut aussi en avoir par domaine, en fait. Hein. Je ne l'ai pas mis ici dans les slides, mais effectivement, je pense que c'est quand on pense métier, fatalement, ça va de façon organique s'organiser par domaine. Donc, la finance, le marketing ou même des choses beaucoup plus spécifiques, ça va avoir pas mal de sens. Donc, il nous reste peu de temps. Je vais peut-être, je vois que tu hoches de la tête, Lazare, donc si tu as quelque chose à ajouter, n'hésite surtout pas. Alors là, du coup, c'est mes excuses pour le spoiler dans mon intervention d'avant. Mais en fait, c'est tellement vrai, c'est tellement dans mon quotidien aujourd'hui.
Et moi, j'ai envie de dire, c'est un super terrain de jeu pour être quand même sur une note très positive. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a une prise de conscience et il y a tellement de choses à faire qui vont permettre de tirer la valeur de cette donnée que c'est stimulant. Aujourd'hui, plus la prise de conscience est là, plus on va aussi faciliter la valorisation. Donc, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt les 6 mois de calvaire pour mettre en qualité une colonne. Bah, aujourd'hui aussi, c'était 6 mois parce que potentiellement tout le monde n'était pas engagé et tout le monde n'était pas committé à faciliter les choses. Aujourd'hui, potentiellement, ça serait que 3 mois. Et on espère que bientôt, bah, on aura moins de temps perdu et on se focalisera un peu plus sur la valorisation réelle des données, ce qui nous passionne le plus. Absolument. Alors, le mot data stewardship, en fait, il n'est pas nouveau. On le voit apparaître dans les présentations depuis des années. Ce qui est plus nouveau, c'est que depuis, je dirais peut-être 1 an ou 2, en tout cas, moi maintenant, je reçois des offres d'emploi où le mot est clairement utilisé. Et donc, ça, c'est super important parce que ça veut dire que maintenant, au niveau des entreprises, on sait qu'il y a un rôle et qu'il y a vraiment quelqu'un qu'on peut même dédier, hein. Après, ça va dépendre un petit peu de la taille, mais que c'est vraiment une valeur ajoutée super importante d'avoir ce type de position, ce type de rôle, ce type de fonction dans des projets BI et que ça va faire partie de l'adoption et de la propagation, voilà, je cherche mes mots parfois en français, désolé, c'est pourtant ma langue maternelle, la propagation de la culture des données. Alors, on est tenu par le temps, on va arrêter ici. C'était un petit peu un amuse-bouche, hein, si je puis dire, un petit apéro avant de passer à la table ronde. Donc voilà, on va en arrêter là. Je remercie Lazare qu'on va retrouver tout de suite dans la table ronde et Serge Lucas. Là, j'aurai le plaisir de vous les présenter de façon un petit peu plus approfondie. Et voilà. Merci beaucoup Isabelle pour cette Merci beaucoup, intervention. Isabelle. Serge et Lazare, merci. Merci et à tout à l'heure. Et à tout de suite dans la table ronde alors.